Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes. Aujourd'hui, Tony Morgan et les cartes truands de la boîte Les Dévoreurs de Rêves. Alors, Tony Morgan, le chasseur de primes, c'est un criminel et un chasseur. Il a 2 de volonté, 3 d'intelligence, 5 de force, 2 d'agilité, 9 points de vie, 5 points de santé mentale. Vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire lors de votre tour qui ne peut être utilisée que pour engager ou combattre un ennemi avec au moins une prime sur lui. Signe des anciens, +2, placez une prime sur tête mise à prix. Taille du deck 30, choix d'une classe secondaire, entre gardien, chercheur ou survivant. Construction du deck, carte truand de niveau 0 à 5, carte neutre de niveau 0 à 5, jusqu'à 10 cartes événements et ou compétences de niveau 0 à 1 de la classe secondaire choisie. Dans le deck, on a aussi tête mise à prix, 2 exemplaires du 38 long colt de Tony, proie de Tony et une faiblesse de base au hasard. Tête mise à prix, c'est un soutien, très boulot, qui est permanent, qui a 6 primes dessus. Réaction: après qu'un ennemi est entré en jeu, déplacez 1 à 3 primes de tête mise à prix vers cet ennemi jusqu'à un maximum égal à la vie de cet ennemi. Forcé: après avoir vaincu un ennemi avec au moins une prime sur lui, déplacez ces primes vers votre réserve de ressources en tant que ressources. Le 38 long colt de Tony, c'est un soutien qui coûte 3, qui occupe un emplacement de main. Réaction: après avoir joué le 38 long colt de Tony, jouez gratuitement un autre exemplaire du 38 long colt de Tony depuis votre main. Action: dépensez une munition, combattre, vous gagnez +1 en force pour chaque prime sur l'ennemi attaqué. Cette attaque inflige +1 dégâts. Si cette attaque vainc un ennemi avec au moins une prime sur lui, placez une prime sur tête mise à prix. Sa faiblesse, la proie de Tony, c'est un ennemi humanoïde monstre et profond. Génération: lieu le plus éloigné de Tony Morgan, distant. Forcé: après l'entrée en jeu de la proie de Tony, placez une fatalité sur elle. Ensuite, placez une ressource prise dans la réserve de pion sur elle en tant que prime. Et elle a 4 de force, 3 points de vie, 1 d'agilité, elle inflige 1 dégât et 2 horreurs. Alors, à ce stade-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Tony Morgan, il a 5 de force. Il partage la meilleure caractéristique de force avec Mark Harrigan. 3 d'intelligence, c'est moyen. 2 de volonté et 2 d'agilité, c'est faible. 9 points de vie, 5 points de santé mentale, c'est assez classique pour un combattant. Quand il combat, il a une action gratuite chaque round pour engager ou attaquer un ennemi avec au moins une prime sur lui. Donc il va économiser des actions quand il combat. Son signe des anciens lui donne +2, c'est un beau bonus, et lui permet de mettre une prime sur tête mise à prix. Tête mise à prix, donc, et les primes de façon générale, ça a plusieurs intérêts. Déjà, comme je le disais juste avant, ça fait économiser des actions à Tony pour combattre les ennemis qui ont des primes sur eux. Ensuite, quand les ennemis sont vaincus, ça lui rapporte des ressources. Donc Tony, il aura beaucoup d'actions pour combattre, il aura pas mal de ressources, et en plus de ça, s'il attaque avec ses pistolets, il a des bonus en force. Alors par contre, les pistolets, là je vais m'arrêter un peu plus longuement dessus. J'ai joué Tony, j'ai toujours sur la table à côté de moi, j'ai mon duo Mine et Tony. Là je viens de finir le scénario, je crois que c'est le masque blême dans les catacombes. Le Colt de Tony, quand vous en jouez un, vous pouvez jouer gratuitement le deuxième depuis votre main. Donc potentiellement, concrètement, si vous avez les 2 en main, vous en payez un pour mettre en jeu les 2. Ce qui veut dire que vous payez pour 3 munitions et vous en avez 6. C'est bien, sur le papier. Moi, je pensais que j'adorerais cette carte. Et puis, à l'usage... Alors, déjà, cette réaction, moi, je n'ai jamais eu les 2 exemplaires en main en même temps. Je parlais dans ma vidéo précédente, que j'ai enregistrée moi juste avant, de la difficulté à avoir plusieurs exemplaires d'une même carte en dehors des decks avec de la pioche massive ou du tutorat massif. A priori, Tony, il a pas ça. Donc il a son premier Colt quand il a son premier Colt, il a son deuxième quand il l'a. Ça sera assez peu probable que vous ayez les 2 en main. Si vous en avez un en main, vous serez sûrement tenté de le jouer pour avoir une arme en jeu.
Et si vous jouez les deux en même temps, comme ça occupe vos deux mains, vous défaussez ce qui occupait des emplacements de main que vous aviez déjà en jeu. Du coup, au final, moi, cette réaction-là, je l'ai jamais vue. Je ne l'ai jamais vue utilisée. Enfin, moi, je ne l'ai jamais utilisée. Et je doute que ça soit utilisé très fréquemment. Si vous voulez économiser les munitions, vous pouvez par exemple jouer tour de passe-passe. Pour une ressource, vous mettez en jeu le col de Tony, vous l'utilisez 3 fois. Fin du tour, il n'a pas été défaussé, il remonte dans votre main. Bon, maintenant passons à l'action de combat. Vous gagnez plus en force pour chaque prime. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de prime sur l'ennemi, vous gagnez plus 0 en force. S'il y a 3 primes, vous gagnez plus 3 en force, et dans ce cas-là, Tony il attaque avec 8, effectivement. Mais des primes de base, il n'y en a que 6 sur le permanent tête mise à prix. C'est-à-dire que si vous mettez les primes une par une, le Colt il vous donnera 6 fois un bonus de plus 1. Enfin, je vais tempérer après, mais avec 6 primes sur le permanent, vous pouvez à 6 reprises mettre une prime sur un ennemi. Ça veut dire que il va s'agir de 6 ennemis pour lesquels vous avez un plus 1 de force. Plus 1 de force, c'est assez banal. Bon. Une fois que vous n'avez plus d'après mon expérience en tout cas, une fois qu'il n'y a plus de primes sur tête mise à prix, le pistolet, il est pas génial. Parce qu'il vous donne plus 0 en force, alors que Tony pourrait... si c'est pour avoir plus 0 en force, il peut combattre à main nue et économiser ses munitions. Il peut combattre au cran d'arrêt de niveau 2 qui lui donne plus en force. Il peut attaquer avec une Thompson 45, etc. etc. Donc le pistolet, si moi je l'ai comme première arme, là je suis content. Je mets les primes petit à petit sur les ennemis, et comme ça j'ai mon bonus de plus 1 ou plus de force, selon si j'ai mis une ou deux primes. Autre avantage du pistolet, c'est quand vous avez vaincu un ennemi avec le pistolet, vous remettez une prime. Donc imaginons qu'à idéal, tous vos ennemis ont 2 points de vie, tous vos ennemis ont une force basse, et vous ne piochez jamais l'échec automatique, et vous utilisez une munition, vous tuez l'ennemi, vous remettez une prime. La prime qu'il y avait pour remplacer la prime qui avait été mise sur l'ennemi. Et comme ça pour chacune de vos munitions. Ou alors, vous vous dites, le premier ennemi, je lui mets 2 primes, je le tue, je récupère 2 ressources et une prime, je mets 2 primes sur le suivant, etc. etc. Mais ça, c'est dans le cas où 1, vos ennemis n'ont que 2 points de vie, et 2, vous réussissez tous vos tests. Des ennemis à 3 points de vie, c'est pas rare, ou à 4 points de vie, et même avec une force de base de 5, on peut rater ces tests. Du coup, il me semble que le 38 de Tony, ça va être l'arme pour achever l'ennemi. Dans la pratique, vous allez vouloir avoir 2 armes, par exemple un cran d'arrêt de niveau 2 et le 38. Vous faites une première attaque au cran d'arrêt. Si vous avez de la chance, vous infligez 2 dégâts. Si vous n'avez pas de chance, vous n'infligez qu'un dégât, voire pas du tout de dégâts. Vous continuez à faire vos attaques au cran d'arrêt jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 2 points de vie à votre ennemi. Là, vous tirez avec le Colt. Si vous réussissez, vous avez dépensé une munition, vous récupérez les primes de l'ennemi et vous remettez une prime sur tête mise à prix. Mais du coup, quand on met bout à bout toutes les critiques que moi je fais sur cette carte-là, je trouve que c'est pas une arme, géniale. Surtout que Tony, il a accès potentiellement aux cartes gardiens, mais aux événements et aux compétences, il peut pas avoir bandoulière. C'est-à-dire que si vous lui mettez dans une main le cran d'arrêt et dans l'autre main un 38, il peut pas avoir en plus une lampe torche. Donc si vous l'orientez bourrin avec une arme, probablement il fera toutes ses enquêtes à main nue. Enfin en tout cas sans outil de crochetage, sans lampe torche. Donc moi j'avoue que pour le moment je suis un peu déçu par Tony. C'est peut-être moi qui suis trop habitué à combattre avec un gardien qui a une machette, j'ai peut-être trop l'habitude du combat simple, mais avec Tony ça s'est avéré beaucoup plus dur que ce à quoi je m'attendais. Il y a des parties où pour tuer un ennemi avec 4 points de vie, je devais faire 4 attaques au cran d'arrêt
parce que sur le moment, il n'y avait pas de meilleure solution de combat. Alors, sa faiblesse, elle est étonnamment peu gênante. Concrètement, il est généré loin de vous. Donc, vous n'avez pas à le combattre immédiatement. Vous n'avez pas à vous dire « je dois le combattre sinon il me blesse ». Il est distant, donc même si vous entrez dans son lieu, il ne vous engage pas. Il n'est pas chasseur, il ne vient pas vers vous. Le seul truc embêtant, c'est qu'il a une fatalité sur lui. Dans certains scénarios, vous êtes à une action près. Vous êtes à un round près, et là vous allez envisager d'aller chercher la proie de Tony pour faire disparaître cette fatalité-là. Mais, alors moi déjà j'ai eu la chance de le piocher rarement, et je crois que je l'ai pioché qu'une fois d'ailleurs, je l'ai laissé dans son coin, je m'en suis pas préoccupé. De ce point de vue-là, c'est vraiment surprenant, j'ai vu plusieurs commentaires de ce genre-là. La faiblesse de Tony est assez insignifiante par rapport à bien d'autres. Alors, Ah oui, petite précision, moi, Tony, jusqu'à présent, je l'ai joué uniquement comme combattant, c'est-à-dire avec gardien en classe secondaire. Je pense que si vous voulez le jouer en solo, donc en polyvalent, comme classe secondaire, vous devez lui choisir survivant. Parce que sa force de 5 et les armes truands lui permettront de faire les combats, et les cartes survivants lui permettront de faire l'enquête. Regarder ce que j'ai trouvé, apprendre de ses erreurs, chanceux, etc. Ça lui permettra de réussir ses enquêtes malgré son intelligence de base de 3. Donc, si vous le jouez comme combattant, qu'est-ce qu'on a comme arme ? On a le Colt de poche, il coûte pas cher, il a 5 munitions, il fait toujours plus en force et plus un dégât, mais à la fin du round, on le défausse. Ok. Le coup de poing américain, il inflige toujours plus un dégât, mais il donne riposte à l'ennemi. Ouais. Alors, Tony, il a une force de base de 5, du coup il a de bonnes chances de réussir ses tests, mais quand s'il rate, il se prend une riposte. Alors il est sûr de faire 2 dégâts, mais j'aurais pu le tester, c'est vrai, je m'en rends compte maintenant, mais pour le moment je ne l'ai pas fait. Le cran d'arrêt. Alors le cran d'arrêt a un premier avantage, c'est que c'est une carte rapide. Tant que vous n'avez pas besoin de vous battre, vous ne dépensez pas la ressource, vous le gardez dans votre main. Au moment où vous devez vous battre, vous le jouez. Éventuellement, ça vous force à défausser un autre soutien qui était en main, mais dont vous n'avez pas besoin pour le moment, et vous pouvez combattre. Le problème, c'est que si vous voulez votre plus 1 dégât, il faut réussir avec 2 ou plus. Tony, il a 5. Si vous comptez, comme moi je le fais habituellement, que vous piocherez 1-2, ça veut dire qu'il ne fera 2 dégâts d'un coup que sur les ennemis qui ont une force de 3 ou moins. Par contre, assez rapidement, vous pouvez passer au cran d'arrêt de niveau 2. Lui, pour le coup, il vous donne plus d'en force. Donc vous faites votre attaque avec une force totale de 7. Et tant que vous réussissez avec 2 ou plus, vous infligez plus 1 dégât. Je reprends le chiffre utilisé précédemment. Vous avez 7, vous piochez un -2, vous faites 2 dégâts sur tout ennemi qui a une force de 5 ou moins. Et là, c'est tout à fait jouable. Alors le Derringer 41, je vais aller directement au niveau 2. 3 munitions seulement, combattre, plus 2 en force, en cas de réussite avec une différence de 1 ou plus, on fait plus 1 dégât. Une fois par tour, si on réussit avec 3 ou plus, on fait une action supplémentaire à ce tour. C'est intéressant, mais que 3 munitions. Loupara, que 2 munitions. Sulfateuse, ça prend les 2 mains, il y a 4 munitions. C'est intéressant pour achever les gros monstres, mais encore une fois, comme il n'a pas de bandoulière, il ne peut pas cumuler ça avec autre chose. Donc c'est une arme qui devra sortir avec un tour de passe-passe, à condition de ne pas jouer tabou. Si vous jouez tabou, tour de passe-passe, ça marche que pour les armes qui ne prennent qu'une main. Et Tom Cosson 45, ça prend 2 mains. C'est intéressant si vous combattez plusieurs ennemis à la fois. Voilà. Alors, comme je le disais, Tony il a une force de base de 5. Il va, en tout cas tel que moi je l'ai joué jusqu'à présent, il est là pour combattre. Donc il va probablement combattre avec une force élevée. Et du coup, moi, ça m'a incité à le jouer en méga test. Évidemment, chacun son truc, mais moi, c'est comme ça que je l'ai tenté. Alors là, j'ai essayé de faire une recherche, toutes les cartes qui, dans leur texte, ont ou plus. Pour avoir toutes les cartes dans lesquelles il y a, si vous réussissez avec 2 ou plus, 3 ou plus, 1 ou plus. J'ai trié par classe, donc là, vous en voyez quelques-unes. Il y a par exemple le cran d'arrêt de niveau 0, dont j'ai parlé juste avant. Vous réussissez avec 2 ou plus, plus 1 dégât.
Cran d'arrêt de niveau 2, pareil, mais vous avez déjà un +2. Opportuniste de niveau 2, vous attribuez uniquement à vos tests. Si vous réussissez, ça a une icône libre. Si vous réussissez avec une différence de 2 ou plus, vous renvoyez dans votre main. Là, la technique habituelle, c'est vous jouez les deux opportunistes en même temps. Ça vous donne +2. Si vous réussissez avec une différence de 2 ou plus, vous renvoyez les deux dans votre main. Si vous réussissez avec une différence de 2 ou plus avec deux opportunistes, ça veut dire que vous auriez réussi sans les opportunistes. Mais les opportunistes, 1, augmentent votre chance de réussite, et 2, augmentent la chance de déclenchement des effets réussite avec 2 ou plus. Donc c'est un peu, comment on appelle ça déjà, l'effet... j'ai oublié l'expression. Enfin bref, c'est double bénéfice. L'étui à cigarette porte-bonheur que moi je joue. Voilà, un accessoire, après avoir réussi un test de compétence avec une différence de 2 ou plus, incliner l'étui à cigarette porte-bonheur, piocher une carte. Bon ben voilà, hein. Les armes truands sont pas géniales de mon point de vue. Les armes à feu ont un nombre de munitions limité. Ben, vous voudrez probablement aller chercher l'arme en remplacement de l'arme que vous êtes en train de vider. Voilà, c'est un premier aspect. En plus d'être joué comme méga test, vous pouvez aussi le jouer comme méga thune. Parce qu'après tout, avec ses primes, Tony Morgan va gagner beaucoup de ressources. Donc là, il y a quelques cartes. Et j'ai noté par exemple, Dario El Amin, tant que vous avez au moins 10 ressources, vous gagnez plus en volonté, plus en intelligence. Vous compensez vos deux stats faibles. Donc je sais pas, c'est peut-être plutôt pour du solo. Je ne sais pas. En solo, il n'y a personne pour vous aider à faire les tests de volonté, il n'y a personne pour enquêter à votre place. Bon. Et pour une action, plus de ressources, ok. Regardez ça, compétences, un icône de volonté, un icône de force, un icône d'agilité, attribué uniquement lors d'un test de compétences que vous effectuez, dépensez jusqu'à 3 ressources en tant que coût supplémentaire pour attribuer, regardez ça, un test de compétences. En cas de réussite avec une différence de 1 ou plus, gagnez le double des ressources dépensées. Donc vous payez 1, 2, 3, si vous réussissez avec une différence de 1 ou plus, vous faites un bénéfice d'autant. Vous gagnez le double, donc vous faites un bénéfice d'autant. Idéalement, moi, je dépense 3 ressources quand je suis assez sûr de réussir le test. Je les dépense, puis j'en gagne 6, j'ai fait un bénéfice de 3. Ça marche pour tout, sauf pour l'enquête. Lola Santiago, alliée, niveau 3, elle vous donne plus en intelligence et plus en agilité. Ah oui, tout à l'heure, je disais pour Dario El Amin, volonté, intelligence, les deux stats faibles. Non, quand même pas, il a 3 en intelligence, c'est pas faible. Par contre, ces deux stats faibles, c'est la volonté et l'agilité. Dario El Amin améliore une de ces deux caractéristiques, Lola Santiago améliore la deuxième. En lui faisant passer son intelligence à 4, elle l'aide quand même fort. Elle l'aide bien pour ses enquêtes. Et en plus, la possibilité d'acheter des indices pour X, où X est la valeur occulte du lieu, si vous arrivez à faire gagner beaucoup de ressources à Tony, avoir à payer pour récupérer les indices ne sera pas un problème. Surtout en solo, où la plupart des lieux auront 1 ou 2 indices. Relation influente, dans le cercle brisé, comme il y avait Preston Fairmont, on s'est retrouvé avec des cartes qui jouaient beaucoup sur l'argent. Limite de 1 par investigateur. Action rapide, inclinée, relation influente, vous gagnez plus 1 votre valeur de compétence pour ce test pour chaque groupe de 5 ressources que vous possédez. Vous commencez la partie avec 5, vous avez 6 ressources potentielles sur tête mise à prix. Si vous piochez des signes des anciens, vous remettez des primes et donc des ressources potentielles sur tête mise à prix. Pareil, si moi dans mes parties, il m'est arrivé d'avoir 20 ressources. Alors quand ça se goupille bien sûr, mais c'est tout à fait possible. L'argent est roi, vous faites un test à ressources divisées par 2. À chaque jour suffit sa peine impermanent, vous débutez chaque partie avec 2 ressources de plus. Voilà. Alors, un exemple de deck que j'ai joué, en combo avec Mintifan, ça c'est à l'issue du 5e scénario, je dirais, de mémoire. À l'issue du scénario dans Paris. 21 points d'expérience. Alors, cran d'arrêt de niveau 2, pour faire plein d'attaques, vu qu'il n'y a pas de munitions. Je pense qu'au niveau 0, le point américain est meilleur que le cran d'arrêt, mais cran d'arrêt de niveau 2 est quand même largement plus intéressant pour moi que le point américain. C'est 2 colts,
une Thompson 45, 2 étuis à cigarette porte-bonheur pour piocher, 2 fois Léo De Luca, alors ça je pense que c'est une erreur de ma part. Bon, ce deck là comme vous le voyez c'est la V2, mais si je fais une V3 je retirerai Léo De Luca parce que mine de rien, premier tour, 6 actions à dépenser pour le mettre en jeu. Chaque tour il va me permettre de faire une action de plus, mais il sape un peu mon côté méga thune. Je pense qu'il faudra le remplacer par Dario Alamine. La clé squelette. Alors la clé squelette, je la fais rapidement. C'est rapide, donc ça ne vous coûte pas d'action de le mettre en jeu. Une action pour l'attacher à un lieu, la valeur occulte de ce lieu passe à 1. Ça n'occupe pas d'emplacement de main, donc vous pouvez avoir un cran d'arrêt, un pistolet et la clé squelette. Au total, la carte coûte 4 XP, mais quand même. En duo, Tony Morgan, il entre dans un lieu le premier, on ne sait jamais, il y a peut-être un ennemi qui va être généré dans le lieu, du coup il ouvre le chemin. Première action, il entre dans le lieu. Deuxième action, il attache au lieu la clé squelette, en supposant qu'il l'avait déjà joué. Il lui reste une troisième action, il essaie une première enquête à 3 contre 1. Puis ensuite, Mintifan entre dans le lieu, donc une action pour entrer dans le lieu, 2 actions d'enquête. Et là, comme la valeur occulte du lieu est de 1, et qu'elle a 4 de base, elle n'a même pas à dépenser ses cartes compétences. Relation influente, je viens d'en parler, c'est pour profiter du fait qu'il a plein de ressources. À chaque jour suffit sa peine pour commencer avec plein de ressources. Alors versatile, c'était pour intégrer plus de cartes. Et éventuellement... Ah oui, c'est une carte qui n'est pas encore sortie. Bon, divulgachage. Mais je crois que le paquet... Enfin, je dis, c'est pas encore sorti. Non, pardon. Je crois que le paquet est sorti le vendredi 13 décembre. Donc avant-hier, il me semble, quelque chose comme ça. Oui, donc vous avez la possibilité de mettre plus de cartes dans votre deck. Ça présente certains avantages. Par contre, ça dilue les cartes. Mais l'aspect, vous avez la possibilité de mettre une carte de niveau 0 de la classe de votre choix. Et ça vous permet notamment d'inclure un soutien gardien. Ou d'une autre classe, peu importe. Mais un versatile, un exemplaire de versatile, c'est par exemple la possibilité de mettre une bandoulière dans votre deck. Bon, par contre, il faudra la piocher ensuite. Bon, voilà, alors je pense que j'ai fait le tour, que je retrouve... Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur Tony Morgan. En combattant, moi je le trouve quand même... Oui, il est bourrin pour un truand. Mais si vraiment vous voulez un bourrin, je pense que quand même, les classiques en gardien sont beaucoup plus efficaces. Mark Harrigan, surtout si vous jouez pas les tabous. Si vous jouez pas les tabous... Oups, pardon, j'ai shooté dans mon micro. Si vous jouez pas les tabous, Mark Harrigan, avec 0 point d'expérience, il a une machette, il a un Colt 32, il a une bandoulière, il a une lampe torche. Bon, voilà, il fait le café. Tony Morgan avec 0 point d'expérience, il a potentiellement un cran d'arrêt qui nécessite qu'il réussisse avec 2 ou plus pour faire 2 dégâts. Il a son pistolet qui lui donne des bonus de force que s'il y a des primes sur les ennemis. Et il n'a rien pour enquêter. Bon. Alors, si vous êtes amateur de solo pur, ce qui n'est pas vraiment mon cas, peut-être que Tony Morgan avec les cartes survivants pour temporiser certains ennemis et réussir ses enquêtes, ça peut être sympa. Honnêtement, Tony Morgan avec les compétences et les événements chercheurs, je suis pas trop convaincu. A priori, pour moi, ça serait plutôt pour le jouer en solo, mais le jouer en solo sans la loupe, que je réfléchisse, en solo quoique, il aurait pas la loupe. Alors Milan Christopher, en général, je le mets pas en solo. Ok, il aurait déduction, il aurait raccourci pour se déplacer plus, il aurait suivre son intuition pour avoir des indices sans test, etc. Mais je suis pas convaincu. C'est amusant parce que sur sa... Enfin, je crois pas que c'était sur sa chaîne, ça devait être en commentaire sur une vidéo de Shep Horizon, Largo, de la chaîne... je crois que c'est Arkham et le monde ludique, il faudra que je pense à vérifier, disait qu'il trouvait tous les investigateurs de cette boîte fumés. Moi qui aime bien les investigateurs qui sont... Comment dire, qui sont à fond dans un rôle, là je suis pas trop enthousiaste pour le moment. Moi ce que j'aime chez Mark Harrigan, c'est qu'il peut taper fort. Et en s'infligeant des dégâts, il peut faire un peu d'enquête.
Daisy, elle est super forte en enquête et je lui demande pas de faire quoi que ce soit d'autre. Tony Morgan, il est là pour combattre, mais il y a des conditions pour qu'il combatte efficacement. Mandy, ouais, elle tue Thor, mais je l'ai pas trop enthousiasmante. Tommy Muldoon, c'est un gardien, mais plutôt un gardien temps. Bon, bref. Allez. Première carte truand du pack, c'est le cristallisoire de rêve. Un soutien de niveau 0 qui coûte 1, qui occupe un emplacement d'accessoires, trait objet et relique. En tant que coût supplémentaire pour mettre en jeu cette carte, vous devez chercher un exemplaire du gardien du cristallisoire parmi vos cartes liées et le mélanger dans votre deck. Réaction, après que vous avez joué un événement, attachez le face caché au cristallisoire de rêve au lieu de le défausser, jusqu'à un maximum de 5 événements attachés. Les événements attachés peuvent être attribués aux tests de compétences comme s'ils étaient dans votre main. Bon, une carte qui coûte pas cher. Emplacement d'accessoires, il n'y en a pas énormément de niveau 0 chez les truands. Quand vous le jouez, vous allez vous mélanger dans votre deck le gardien du cristallisoire. Alors, c'est un ennemi, 3, et sa proie, c'est l'investigateur avec un cristallisoire de rêve. Il entre en jeu incliné, et dès que le cristallisoire des rêves quitte le jeu, vous mettez le gardien du cristallisoire hors jeu. Bon, c'est un peu embêtant de se retrouver avec une faiblesse supplémentaire dans son deck, mais bon, elle arrive en jeu incliné. Ah oui, j'ai oublié de dire, elle a chasseur. Elle arrive en jeu incliné, donc c'est un chasseur sur lequel vous avez un peu d'avance. Vous allez pouvoir temporiser un peu. S'il arrive en jeu un tour, s'il arrive en jeu un tour où vous avez plein d'actions à faire, ben vous allez ne pas vous en préoccuper, laissez vous engager. Si vous avez un peu de marge, vous sortez de votre lieu. Comme ça, pendant la phase d'entretien, il se redresse. Et ensuite, vous avez une phase d'investigation pour aller encore plus loin avant qu'il vous rattrape. L'effet du cristallisoire de rêve, ça va vous permettre de jouer un événement et ensuite d'attribuer cet événement à un test. Donc de tirer 2 utilisations d'une seule carte. Sur le principe, c'est bien. Maintenant, si on regarde concrètement les événements, alors là j'ai regardé les cartes truands, je les ai classées par type. Donc si j'ai bien compris, j'espère que je vous donne pas nausée. Voilà, les événements c'est à chaque fois qu'il y a un éclair, donc il y a un certain nombre d'événements. Et moi je me suis focalisé sur les événements qui ont 2 icônes identiques pour avoir un bonus significatif quand on attribue la carte à un test. Il y a notamment rapport des services de renseignement. Quand vous jouez la carte, vous trouvez 1 ou 2 indices dans votre lieu ou dans un lieu jusqu'à 2 connexions de distance. Donc d'abord vous payez pour avoir des indices et ensuite vous attribuez cette carte-là pour avoir plus d'intelligence lors d'un test. Coup de grâce, vous utilisez l'événement pour infliger un dégât sans test à un ennemi. Éventuellement ça vous fait piocher une carte, ça provoque pas d'attaque d'opportunité et ensuite, vous pourrez avoir plus d'enforce pour votre prochaine attaque. Réflexe, ça vous permet d'intercaler une de vos actions pendant le tour de n'importe quel investigateur. Et ensuite, vous avez plus 2 en agilité. Donc par exemple, le chercheur veut sortir d'un lieu mais il est engagé avec un ennemi. Vous jouez réflexe pour... que je dise pas de bêtises. Vous jouez réflexe pour engager l'ennemi. Maintenant, le chercheur peut... finir son tour, et quand c'est à votre tour dans la même phase d'investigation, vous attribuez réflexe à votre tentative d'évasion. Donc, pour 2 ressources, vous avez engagé l'ennemi, ce qui a permis au chercheur de faire ce pourquoi il est bon, et vous avez, si tout se passe bien, échappé à cet ennemi, qui est maintenant incliné, et il vous reste 2 actions pour soit profiter que l'ennemi est incliné pour le vaincre, soit sortir du lieu, et ne plus avoir à vous soucier de l'ennemi, ou ne plus avoir à vous en soucier immédiatement si il est chasseur. Et enfin doublure, un peu le même principe, vous payez pour vous échapper, puis ensuite vous avez plus 2 pour vous échapper. Du coup, sur le papier, c'est une carte très intéressante si vous jouez beaucoup d'événements. Moi, les decks avec beaucoup d'événements, je fais ça plutôt en survivant. Alors Wendy Adams, elle pourrait inclure le cristallisoire de rêve. Le truc c'est que Wendy, comme accessoire, elle a déjà son amulette et éventuellement elle a aussi la patte de lapin. Du coup,
moi je l'utiliserai pas avec Wendy. Par contre, j'aurais dû prévoir ça. Voilà, c'est Fina Rousseau. Alors je la fais rapidement. Bon, je l'ai jamais joué elle, mais si on résume, quand vous piochez votre main de départ, vous piochez 13 cartes. Vous mettez 5 événements sous la carte Séphina. Vous conservez 8 cartes comme main de départ, et si vous avez des cartes en trop, vous les défaussez. Vous n'avez pas le droit à un mulligan. Et en gros, elle va pouvoir doubler les événements qu'elle a sous sa carte investigatrice, grâce à sa carte spéciale Un monde peint. Et elle peut aussi piocher des événements sous sa carte investigatrice et les mettre dans sa main sans se prendre d'attaque d'opportunité. Donc, si vous jouez Séphina Rousseau, vous mettez beaucoup d'événements. Je crois que Man Fomling, de la chaîne The Whisperer in Darkness, disait que d'après ses calculs, il faut, dans un deck de 33 cartes, 13 événements. Si dans votre deck vous avez 13 événements, eh ben, il y en aura dans le lot que vous voudrez réutiliser pour les attribuer, et vous n'aurez aucun problème à avoir en continu, ou presque, 5 événements sous le cristalliseur de rêve. Je suppose en tout cas. Bon, et vu qu'elle est biclassée truand et mystique, il faudrait regarder les événements mystiques. Mais bon, encore une fois, comme je ne l'ai jamais joué, de toute façon, je n'ai qu'une... Enfin, j'ai entendu des gens commenter la façon dont il faut la jouer, mais je n'ai jamais testé par moi-même. Carte suivante. Cible facile. C'est un événement de niveau 1 qui coûte 0, qui a le trait ruse, qui a le mot-clé myriade. Gagner 2 ressources et piocher une carte. Réaction. Après avoir joué cible facile, jouez gratuitement un autre exemplaire de cible facile de votre main. Alors, c'est un événement, si vous le jouez tel quel, c'est à peu près kiff-kiff avec une planque. Tiens. Ah oui, voilà. La planque de niveau 0, pour 0, vous gagnez 3 ressources. La planque de niveau 2, pour 2 expériences, vous gagnez 3 ressources et vous piochez une carte. Là, pour un point d'expérience, vous incluez 3 copies de cible facile. Quand vous en jouez une, vous gagnez 2 ressources et vous piochez une carte. C'est comparable à la planque de niveau 0, je pense. Une ressource en moins, une carte en plus. Mais si vous pouvez en jouer 2, c'est 4 ressources et 2 cartes en une seule action. Et là, on a mieux que la planque de niveau 0, bien mieux même, et on a mieux que la planque de niveau 2. Et si jamais vous arrivez à jouer les 3 de suite, c'est 6 ressources et 3 cartes en une seule action. C'est génial. Bon, faut les avoir les 3 en main par contre. Mais moi je trouve cette carte très bien. On peut aussi comparer à Jour de paix. Jour de paix, ça vous donne... Alors, c'est une action, coûte 0. Gagnez une ressource pour chaque action que vous avez effectuée à ce tour, en comptant celle-ci. Si c'est votre tour, terminez votre tour. Donc, Jour de paix, si vous ne faites que 3 actions, c'est 3 ressources, avec une carte qui vous a coûté un point d'expérience. Mais si vous faites 4, 5 ou 6 actions, c'est 4, 5, 6 ressources. Donc, si vous avez un deck qui est prévu pour faire plein d'actions supplémentaires, Jour de paix peut rapporter beaucoup plus. Moi, Jour de paix, j'aime le principe, mais comme j'arrive jamais à faire des tours à, 10, 15, voire 20 actions. Du coup, Jour de paix, ça a rarement été beaucoup plus efficace que planque de niveau 0 pour moi. Et c'était la dernière carte du pack. Alors le petit résumé. Donc Tony Morgan, je trouve ça sympathique que dans cette boîte, il y ait des investigateurs pour lesquels vous choisissez votre classe secondaire. C'est flexible. Moi, j'ai testé qu'une des 3 configurations. C'est pas mon style. Moi, j'ai tendance à faire un peu du tout ou rien. Un combattant qui ne fait que combattre mais qui le fait super bien. Un enquêteur qui ne fait qu'enquêter mais qui le fait super bien. À moins de jouer à 3 investigateurs, ce qui est très rare, ou d'avoir des investigateurs qui sont particulièrement bons en soutien. Par exemple, moi j'adore Minty Fan, parce que concrètement, qu'est-ce qu'elle a à faire ? Piocher des compétences et les attribuer au test de l'autre, en général je joue à 2, de l'autre investigateur. Et Caroline Fern, qu'est-ce qu'elle a à faire ? Juste de temps en temps soigner une horreur à l'autre investigateur. Voilà. Donc Tony Morgan, ouais, sur le papier il est très bien,
mais je lui ai quand même trouvé un manque d'impact comme combattant. Alors, ouais, désolé de scroller, le cristallisoire de rêve, c'est toujours intéressant de pouvoir, 1, jouer l'événement, 2, l'attribuer. À noter, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais, oups, il y a un petit divulgachage, voilà, j'ai caché le divulgachage. À noter que les événements, de ce que j'en ai vu, les événements truands, les icônes correspondent au type de test, au type d'action. Votre événement vous fait combattre, la carte a 2 icônes de force. L'événement vous fait vous échapper, la carte a 2 icônes d'agilité. Donc le cristallisoire de rêve, ça peut vous permettre, première action, vous payez votre événement pour son effet, deuxième action, vous l'attribuez, comme ça vous pouvez enchaîner 2 actions similaires, 2 combats, 2 évasions, 2 enquêtes avec de bonnes chances. Par contre, il me semble qu'il n'y a que, comment elle s'appelle déjà, Séphina Rousseau qui aura un deck bien adapté à cette carte-là. Et cible facile, une fois encore, il n'y a que 2 cartes différentes, si on met de côté les faiblesses, les faiblesses liées. Cible facile, la carte seule est intéressante, 2 ressources, c'est pas négligeable. Une carte, c'est toujours intéressant de piocher. Surtout que les truands ne sont pas les investigateurs avec le plus de moyens de pioche, me semble-t-il. Les chercheurs piochent sans problème. Les gardiens, vous avez par exemple le miroir sacré maintenant qui permet de piocher quelques fois. Vous allez avoir, je ne sais plus comment ça s'appelle, travail d'équipe. Non, pas travail d'équipe. Combattre ensemble, lutter ensemble, lutter ensemble. Vous pouvez avoir quelques effets, les survivants, vous pouvez utiliser partir perdant, vous pouvez utiliser garder courage. Chez les truands, j'apprécie de piocher une carte. Si vous en jouez 2 ou 3 d'affilée pour une seule action, c'est génial, mais il ne faut pas trop y compter. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ces vidéos continuent à vous plaire. J'espère que vous n'avez pas tous décidé en masse de ne plus toucher à Arkham et de vous consacrer qu'à Marvel Champions pendant quelques mois. Moi de mon côté, j'ai enfin mon exemplaire du jeu. Alors j'ai dû faire une infidélité à ma boutique qui est en rupture de stock. Mais voilà, j'ai ma copie, j'ai retiré le cellophane, j'ai pas encore ouvert la boîte. Comme on est le 15 décembre et que je vais être occupé, le boulot, choses et d'autres, je me demande si je ferai une seule partie de Marvel Champions avant le 1er janvier. On verra. Bon bref, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, de bonnes vacances, de bons réveillons, bons repas autres, etc., etc. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.